Alors, juste pour faire un petit résumé, avant la pause, on avait des steaks, des légumes, des patates. Je vous remercie pour avoir la chance. Bonjour, moi c'est Brian Pauls. Joel, ensemble, on voudrait vous remercier pour avoir la chance d'être ici aujourd'hui. On est tellement honorés d'être ici aujourd'hui, puis tellement contents d'être partie de l'agriculture canadienne. On va commencer avec notre histoire avec mes grands-parents. C'était une grande ferme dans l'Ukraine avant de venir au Canada comme des réfugiés. On travaillait très fort avant de venir au BC comme des salles de houblon avant d'acheter une ferme à eux-mêmes. Quand les femmes n'étaient pas vraiment en charge, mais au moins ma grand-mère était le boss. Mon père a arrêté l'école parce que mon père est mort dans un accident d'auto. Quand j'étais un petit enfant, il avait mis un siège d'auto sur l'aile de l'auto du tracteur. Quand j'étais au maternel, j'étais prêt à lâcher l'école parce que je pouvais appeler mon nom. Vraiment, maman, c'est tout ce qu'un vrai producteur agricole a besoin de savoir. Mais je savais pas que c'était pas la vérité. Jules et moi se sont rencontrés en 2005 et après multiples effets d'essayer de sortir avec moi et finalement elle est sortie avec moi puis on est mariés en 2007. Ici on est avec mon père Frank et ma mère qui a gagné le JAE en 1990. Alors les premières deuxième génération 1990. Quand j'étais en université, mon père me disait qu'il avait lâché le gérant de ferme, il avait lâché pour partir d'une ferme de lui-même. Alors, il m'a offert sa job. Depuis ce temps, mon père a travaillé comme partenaire sur toutes les fermes. Moi, je travaille mes propres fermes et je travaille avec mes parents, les fermes familiales. Je trouve que ça bénéficie tout le monde et toute l'équipe parce que les opérations et la transition vers pour devenir propriétaire dans notre plan de succession. C'est pas des jours qui sont faciles dans la succession puis la transition, mais souvent je suis capable de dire que je travaille pour une promesse. C'est cela représente le type de ferme que nous gérons. Alors, de sentiers horaires, des poulets, alors des poulets de chair, des poules pondeuses, et variétés de récoltes, des tulipes et de houblon. Moi, j'étais une petite ferme de Vanderhoof et je comprenais pas que je m'embarquais quand j'ai marié Brian. Personne ne m'avait averti. Gérer ces fermes, ça prend beaucoup de sacrifices, mais ça produit aussi beaucoup de récompenses. Et un bon endroit pour nos enfants. Ça, c'est certaines fermes qu'on gère. Depuis 5 ans, on a grandi de façon exponentielle, puis grandir nos outputs, puis bâtir des nouvelles fermes. On a bâti dans la province de Saskatchewan, dans le domaine de la volaille. Ça, c'est la ferme vue aérienne de notre ferme familiale. Les 3 franges, c'est des fermes de poulets blanches, d'œufs, et les autres, c'est des libres bruns. Avant qu'on ait déménagé en 2004, et puis on a rénové la ferme familiale. On a un gros arrière-cour, plus les amis aiment sauter sur notre trampoline, faire des tours de bicyclette. On se sent tellement bien que nos enfants ils ont l'expérience libre. Et moi, j'aime beaucoup avoir une pelouse parce qu'avant, on avait une ferme de tourbe. Le premier type de ferme, c'est les œufs. Une bonne chose de l'agriculture de prendre, c'est des machines automées. Chaque niveau de automatisation a 2 sortes de convoyeurs. Un pour amener les œufs vers l'avant, puis un autre pour un convoyeur pour amener le fumier vers l'arrière. Quand les œufs arrivent, ils chargent les œufs, la partie pointue pour que la bulle d'air reste en haut pour avoir une plus longue durée de vie sur les étagères. Après ça, on fait 6 étages puis on les met sur les skids. C'est aussi important si quelque chose idéal arrive, alors il faut les enlever. Alors moi, je pense que c'est super cool quand je vérifie sur mon véhicule spécial. Ils pensent que je suis super cool et ça permet de facilement vérifier les
les poules à tous les niveaux. Je suis très passionné d'expérimenter avec des idées dans des situations réelles. Je applique les nouvelles techniques, puis après, je vais les appliquer sur une grande... Par exemple, on a essayé des grains entiers sur... Alors, le ratio d'avoir des écailles fortes, une digestion forte et des résultats meilleurs. Vraiment, le procédé scientifique, je trouve ça très intéressant. Plus que je peux apprendre et le mettre en pratique pour améliorer mon produit, c'est le mieux que je peux faire. C'est quand je m'assois, quand je dors pas la nuit, c'est des choses à quoi je pense. Quand on croit que chaque Canadien, peu importe le revenu, devrait se permettre d'avoir des œufs qualité. Moi, je sais que c'est quand on comptait des sous, les journées de l'épicerie. C'est pour ça qu'on fait des jeux réguliers, des choses spécialisées, avoir une gamme de produits. Et on a aussi des dindons et des dindes spécialisées en Colombie-Britannique. Un des plus gros défis qu'on a, c'est quand on a acheté notre ferme spécialisée de dindes. C'était pas tout ce qu'on s'attendait, puis il a fallu clairer toute l'équipe. Alors, on a dû reconstruire la ferme et reconstruire notre marque de commerce. Notre troisième enfant venait juste d'être né et je devais rester dans un hôtel il y a 3 ans. Je devais tourner l'entreprise de bord. C'était une entreprise un moment assez difficile, puis c'était beaucoup de travail. J'ai vu qu'il y avait personne qui faisait des dindes une dinde spécialisée humaine. Alors, la dernière année, on était approché par une plus grosse transformateur qui voulait avoir toutes nos marques de commerce puis nos ventes. Et c'était une aubaine pour mieux que c'était. Les 2 chicks sont de nos fermes de chair. C'est des poulets de chair. Toutes les sont faites sans hormones, avec le système de quotas. Ça gouverne le nombre de fermes, nombre de poulets que les peuvent produire. C'est pour qu'on rencontre la demande du marché sans qu'il y ait une diminution de prix. Quand un compétiteur peut faire mieux que nous, on saute dessus la technologie. On aime bien la technologie puis l'efficacité de l'énergie. On a des vannes électriques. On a de la lumière, elle le dit, ça fait diminuer la quantité d'énergie utilisée, puis on a des tracteurs modernes. Alors, j'ai montré comment te parler les choses qui sentent moins bien. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le fumier en question? June et Paul ont conçu une façon de garder nos étables propres, nos poulaillers propres, et c'est question de ventilation. Sont ventilés à l'extérieur vers les abris de fumier, sont abriés pour pas avoir de pluie puis de lessivage dans les sols. Puis ça stimule l'effet de compostage. Les abris servent d'un filtre pour avoir la poussière puis permet de pas avoir moins de senteur. Mon but ultimum, c'était de rendre un profit sur n'importe quoi. On a un business pour le profit si on peut avoir des récoltes qui ont une grande quantité de fumier. Il est composté avant de l'appliquer, c'est mieux pour le sol, puis nos récoltes. On travaille avec des récoltes qui sont aussi des consultants, qu'on est constamment en train d'enrichir nos sols, nos tests de sol, nos analyses de tissu, nos analyses de fumier pour planifier les rotations, puis avoir les quantités de fumier, puis avoir les engrais-voirs, que nos sols soient divers puis sans érosion. On a rarement besoin d'irrigation si on a notre formule appropriée. Quand on est plus efficace, il y a moins de coûts puis moins d'impact sur l'environnement. Une des grandes choses quand on fait des récoltes, et là, je peux être la papa sur le tracteur. Les enfants peuvent me garder compagnie. C'est pas comme j'étais avec le sac. C'est dur de souder les sièges de taux dans les sacs parce qu'il y a tellement de plastique. Et une nouvelle récolte qu'on a cette année, c'était les tulipes, les bulbes de tulipes. On n'a jamais pensé que ça serait un médias sociaux, un superstar de médias sociaux, parce que les gens arrêtent des photos puis le mettent sur Facebook, Twitter, Instagram. Les mains, avant qu'ils prenaient des photos, il y en a qui commençaient à accueillir des tulipes. Moi, j'attrapais des gens qui étaient tout enrobés dans les fils barbelés, où des gens avaient des seaux, des ciseaux et des contenant Rubbermaid.
ils semblaient tellement choqués quand que je leur disais que non, j'ai pas fait les fleurs pour vous, puis ils sont pas gratuits pour que vous les preniez. Une autre école que vous preniez, c'est les houblons. Alors, on commençait par 20 arcs et après une opportunité d'acheter un autre champ de houblon dans un champ qui était de transformation. C'était notre apprentissage. Notre usine de houblon, c'est un des plus modernes en Amérique du Nord. Ça fait le tour de notre cercle. On a commencé au Canada en restant dans une maison de houblon, mais là, on appartient les champs de houblon. Comment bien c'est le Canada pour les réfugiés et devenir et faire du bien dans le travail fort et la détermination. On a fait des tournées de plusieurs personnes dans nos usines de transformation. Alors, il y a toutes sortes d'associations qui sont venues. Nous exposions à beaucoup de producteurs de houblon et des brasseurs de toute l'Amérique du Nord. Afin de bâtir des relations avec des brasseurs, on a décidé d'avoir une activité où ce qu'on a eu plus que 1000 personnes et ils se sont associés avec un autre concours de dégustation de bière. Et on avait un festival de Hopfest où il y a plus de 1000 personnes qui y ont participé. On était excités de développer notre production de blé puis d'avoir la relation avec les brasseries. Moi, je suis passionné de voir toutes nos fermes. Souvent, on va voir les autres bureaux et puis la biosécurité. Ils n'ont pas souvent l'opportunité de voir qu'est-ce qui se passe dans le champ. Il y a tellement de méconnus. Alors, il y a plusieurs tournées sur la ferme. Alors, cette tournée pour le groupe de Crédit Agricole, on a des salopotes bleus qui sont très beaux. Alors, notre protocole de biosécurité, c'est la raison qu'on a on a aussi des tournées pour le bureau des missionnaires, des étudiants vétérinaires et plusieurs autres groupes. Je crois fermement que je dois échanger des idées avec d'autres puis partager mon histoire pour combattre les mythes de l'agriculture canadienne. Moi, je suis aussi impliqué comme une infirmière de maternité, aider à livrer les examens. Moi, j'amène la nouvelle vie et lui a plusieurs vies à l'extérieur du monde. Alors, moi, j'ajoute des vies, lui en enlève des vies sur la terre. Alors, moi, je vois les voir des rôles de changement de vie. C'est pas juste le support médical, mais aussi le confort. Et je regarde des gens à qui j'ai aidé, puis comment ces petits-enfants deviennent des grands-enfants dans la communauté. Mais une chose, c'est un hasard de biosécurité en étant une infirmière. C'est très contagieux. C'est bien de dire que je sais que vous avez passé au travers. J'avais été là 4 fois. Et c'est aussi réassurant d'avoir Joel à la ferme. Nos fermes sont pas proches de l'hôpital. Alors, si on avait Joel peut arriver plus vite qu'une ambulance. Alors, on travaille tous fort sur nos emplois. C'est de faire travailler fort, jouer fort. Notre cabine à Cultus Lake, c'est une petite c'est une partie agréable pour les familles, les amis. On fait des barbecues, on s'en va en bateau, puis l'eau de lac, ça nous lave le stress et son senteur de poulailler. Alors, la cabine est très proche de chez nous, où ce qu'on reste sur je peux avoir un appel d'urgence, puis en dedans de 15 minutes, je peux être de retour de la ferme. On peut avoir la sensation d'une vacance avec le confort d'être sous appel. À cause qu'on est avec profit, on aide le système Global Aid qui donne des relais des puits et des systèmes agricoles et de santé pour des pays en développement. C'est naturel pour nous, puis c'est où notre passion se tient. Étant donné qu'on a donne des leçons, trouver le meilleur arbre de Noël ou être bénévole. Et il enseigne aussi l'école du dimanche. Peu importe ce qu'on fait, notre cellulaire peut appeler. On a eu des feux, des poulets morts, toutes sortes de travaux. C'est une personne qui voit la grosse vision. Puis il y a il gère bien le stress. C'est une autre raison qu'on a
qu'on était de croître dans nos dons à cause de notre bonne main-d'œuvre. On regarde les personnes qui sont capables de se permettre d'avoir leur propre ferme, mais qui sont nés pour être des bons producteurs. C'est un de nos gérants de ferme de Saskatchewan. Ils peuvent rester à la maison, avoir beaucoup d'espace, de faire partie de la communauté et d'élever des enfants dans un état libre. Une des choses à long terme qu'on peut faire. On a gagné notre gestion de ferme. Alors, on a des parties de tailgate, des parties de bang et embarquer sur des machines à un jeune âge. Parler de des choses avec les roues, on aime ça. Mes enfants, on aime les motocyclettes et les quads. Puis on a l'espace pour le faire. Nous, c'est les tracteurs antiquités, même si on a des parties, on les enligne sur la pelouse et voir tous les gens monter dessus. On partage le rôle de tracteur. Et encore une fois, on voudrait vous remercier pour considérer Joe et Mosseur pour le jeune agriculteur d'élite du Canada. On n'aurait pas pu faire le succès sans le travail dur et les sacrifices de mes grands-parents, mes parents et la famille. Et surtout la bénédiction de Dieu. Pour jamais, je vous remercie. Alors, est-ce qu'on a des questions pour les participants? Ted Smith de l'Ontario. Comment ça va, vos parents? Ah oui, ok, excuse-moi. La raison que je demande, on était aussi en 1990 avec votre père et votre fils. Ils vont vraiment bien. Ils courent autour avec les enfants, là. Ils font le tour. Ils tournent en rond. Ils regardent l'ordinateur. J'ai une question aussi au sujet des tulipes. Peut-être que je l'ai manqué. Pourquoi t'expliques qu'est-ce que tu fais avec les tulipes? Est-ce que c'est la production de bulbes? Est-ce que vous faites la propagation? Est-ce que vous les vendez? De quelle façon vous les vendez? Est-ce que vous vendez les fleurs eux-mêmes? Qu'est-ce que vous faites avec cette production? Essentiellement, c'est un essai. On va changer la façon de faire pour l'année prochaine. C'est un contrat de production pour un serre de production de tulipes. Alors, c'est les parents et les grands-parents qui vont fournir la serre. Alors, on peut utiliser les tulipes comme engrais vert, en fait. Alors, quand elles sont en prime, on coupe le dessus de la fleur. Alors, les fleurs font une croissance, ils se multiplient. On récolte les bulbes, puis après ça, on peut planter du maïs pour l'ensilage. Alors, c'est juste plante de couverture dans notre rotation, en fait. Alors, il y a une question sur le webinaire. La personne qui est curieuse de dire, dans votre production de poulet, quel pourcentage de votre quota est loué versus acheté? C'est un peu plus compliqué loué ou vendu de nos parents. Alors, c'est graduel. Alors, c'est un peu un bateau de croissance. On vend pas on loue beaucoup d'autres producteurs. Je fais un peu de spécialité, des permis spéciaux côté des œufs, mais la plupart est appartenu par la famille. OK, merci bien. OK. Alors, on a passé un de nos nouveaux amis. On voudrait pas qu'ils nous oublient quand ils vont revenir à la vie. Alors, on a des fournitures. Il y a un souris avec notre photo de ferme. Aussi, un petit livret de notes, de papier, des plumes. Alors, un batteur pour fendre les œufs aussi, un livre sur comment est-ce que notre famille est immigrée au Canada, plutôt du côté de ma grand-mère. On a aussi des chocolats qui ont été fabriqués. C'est là.
C'est la marque de Bûcheron avec un chocolatier. Alors, c'est juste un peu différent. C'est avec du houblon. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais eu. Alors, c'est un stack des chocolats spéciaux. Alors, puis aussi un sac avec la photo de notre ferme dessus. Bon, il y avait beaucoup de choses pour l'assiette cette fois-là, mais je vais plutôt me concentrer sur la bière. Bon. Bon, le prochain couple nous vient de la province du Québec. On invitera Dominique Drapeau et Céliano de s'avancer, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. It's a great Midi tout le monde, c'est un honneur pour nous de présenter notre entreprise, notre famille, notre programme dans les dernières années. Bonjour, je suis Célias, ceci c'est mon mari Dominique. Vous allez comprendre que nous sommes plus à l'aise. Vous adressez la parole en français, alors maintenant on va continuer en français. Donc, je présente d'abord notre famille. Sur la photo de gauche, ce sont nos 4 enfants, les jumeaux Kelly et Maverick qui ont 10 ans, Alicia qui a 9 ans et puis Liam qui a 7 ans. Sur la photo de droite, vous pouvez voir tout d'abord mes beaux-parents et associés, Michel et Sylvie, qui sont avec nous ce soir, et puis Marcel, qui est le grand-père de Dominique, qui malgré ses 87 ans est toujours fidèle au poste. Nous exploitons une ferme laitière et de grande culture. Notre ferme est située à la sortie du village de Sainte-Françoise, une petite municipalité de 500 habitants à 70 km à l'ouest de la ville de Québec. Pas besoin de vous dire, il y a plus de vaches qu'il y a d'habitants à Sainte-Françoise. Notre troupeau compte environ 1150 têtes de race Holstein enregistrées. On fait actuellement la traite de tout près de 600 vaches 3 fois par jour avec un carrousel de traite de 36 postes. L'entreprise cultive également des terres dans 6 municipalités environnantes pour un total de 3810 acres en culture. 140 acres sont loués sur ces 3810 acres. On a aussi environ 1100 acres de boisés. La moitié des terres environ sert à nourrir le troupeau et l'autre moitié pour faire des grains pour la revente. Tous les travaux de la ferme sont effectués par nous-mêmes. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours accompagné mes parents et mon grand-père sur la ferme. Je suis le plus vieux d'une famille de 6 enfants. Dès l'âge de 9 ans, c'est moi qui conduisais le tracteur pour la fourragère et pour faire les petites balles carrées aussi avec la presse. Le lance-balles, je trouvais que ça ressemblait à jouer à Tetris au Nintendo. Ce que j'aimais dans la régie de troupeau, c'était les chiffres. Les vaches avaient toutes des cartes avec leur production écrite au-dessus d'eux, un peu comme mes cartes de hockey. Puis j'avais ma vache préférée qui s'appelait Delima, qui elle faisait 10 000 kilos. Elle, c'était ma Wayne Gretzky. Mais il y avait aussi sa voisine qui, elle, avait beaucoup de mamites, elle faisait moins de lait, puis elle avait mauvais caractère. Elle, c'était ma taille Domi. À 16 ans, j'ai pris mon cours d'insémination artificielle, puis c'est moi qui inséminais les vaches avant d'aller à l'école, puis aussi au retour par les soirs. J'ai entamé un cours de gestion d'entreprise agricole au cégep de Victoriaville, mais j'ai arrêté après 1 an pour revenir travailler à régie de troupeau. J'ai toujours eu soif de savoir. La pratique m'a démontré qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Je tiens mes connaissances à jour de toutes les façons possibles. Étant native de Trois-Rivières, je n'ai pas connu l'agriculture dans mon enfance. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants, ce qui m'a rendue débrouillarde défonceuse. À 16 ans, je partais seule pour un été à Vancouver. Par la suite, 2 autres hivers dans l'Ouest canadien m'ont permis d'apprendre l'anglais. J'ai fait un DEP en service de restauration et un diplôme d'études collégiales en gestion hôtelière, ce qui m'a mené à travailler en marketing à l'auberge de Baluchon. La photo en bas à gauche montre nos bâtiments lorsque je suis arrivé à temps plein sur la ferme. Nous avions 180 places pour les vaches attachées. Ma première décision de gestion à l'époque fut de rajouter une 3e traite pour pouvoir augmenter le quota de kilos produits. Ça nous a permis de passer de 115 à 142 kilos jour. Une chose est sûre, faire la traite dans une étape de 500 pieds de long, ça garde un gars en forme. En 2001, on a entamé l'autoconstruction d'une nouvelle étape à stabulation libre pour gagner en efficacité.
Ça nous a permis d'aller 2 fois plus vite avec la moitié du monde. Ça, c'était à notre goût. Dans les mêmes années, il fallait bien que je me prépare. Je me doutais que je rencontrerais Célia d'ici 2-3 ans. Donc, mon grand-père a hérité de rénover la vieille maison. Fait qu'on l'a rénové une première fois, puis lorsqu'on a eu les 3 premiers enfants, on l'a rénové pour une deuxième fois. Si vous avez des travaux de rénovation à faire, je vous avertis, donnez pas les plans à Célia par mon père. Vous allez être découragé de l'ampleur des travaux. Quand j'ai rencontré Dominique en 2003, j'ai rapidement pris la décision d'aménager avec lui. C'est important pour moi de vivre au rythme de l'agriculture. À mon arrivée, tout était nouveau pour moi et je voulais à tout prix prouver qu'une fille de la ville pouvait relever le défi. Mon premier rôle sur la ferme a été à l'élevage des veaux. Après s'être mariés en 2005, nous avions pris la décision d'avoir nos enfants le plus rapidement possible. 4 enfants en 3 ans et demi. Qui dit mieux? Après quelques années, j'ai repris graduellement le travail de bureau à la maison. Je m'occupe désormais de la gestion des employés et je prête main forte à ma belle-mère Sylvie en administration. Depuis que Dominique a appris à déléguer, je vois régulièrement apparaître sur mon bureau de nouveaux dossiers. Programme de l'aide canadienne qualité, études d'impact, sécurité à la ferme, visite de ferme, pilotage du drone, etc. Bref, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Plusieurs notions de gestion, de comptabilité, d'informatique et de gestion des ressources humaines me servent au quotidien sur la ferme. Je suis privilégiée de pouvoir m'impliquer à volonté et de jouir d'une si grande confiance de la part de ma belle famille. La transition des animaux en stabulation libre s'est avérée un petit peu plus difficile que nous l'aurions cru. Avec l'achat de 3 fermes voisines, notre quota à produire en lait augmentait, mais la production des animaux, elle, diminuait. Au départ, un nouveau conseiller en alimentation, mon vétérinaire et moi, avons décidé de mettre en place une structure avec des objectifs clairs. Plusieurs points ont été travaillés, le confort des animaux, entre autres. Une série de protocoles ont été appliqués autant sur le troupeau lui-même qu'avec les employés, afin de s'assurer de régler chaque mini-détail qui optimiserait la santé du troupeau et maximiserait la production de celui-ci. Au fil du temps, des conseillers en génétique, en soins de sabot, mais aussi plusieurs employés clés se sont greffés à l'équipe. Les résultats obtenus ont été spectaculaires. Le travail mis en place il y a 10 ans continue de rapporter des dividendes. La production de lait par vache s'est augmentée de plus de 40%. Cette amélioration représente moins de 200 vaches que nous sommes obligés de traire aujourd'hui pour produire le même quota. Notre taux de réforme annuel est passé de 43 à 25%. Ça nous a permis d'arrêter d'acheter des animaux, même de pouvoir seulement garder les animaux les plus performants. La mise en place de protocoles autour de la traite nous a permis beaucoup aussi d'améliorer la santé du pie et de qualité de lait. Ça nous a permis dans les 12 derniers mois de se qualifier pour les primes de qualité de lait données par les laiteries. Fait à noter, une médecine préventive est pratiquée hebdomadairement depuis 10 ans avec le vétérinaire. La ferme s'est vue décerner le titre d'éleveur élite de Purina en 2009. Pour l'indice de gestion totale de Valacta, qui est le contrôle laitier provincial, la ferme s'est classée 2e sur 98 fermes dans la région de Bécancour en 2015. Depuis 2011, la ferme utilise le testage génomique de l'ADN de ses animaux pour améliorer la valeur génétique du troupeau. Maintenant, nous n'élevons que les femelles avec les meilleurs chiffres génétiques. Cette manière de faire nous a permis de passer du 20e percentile en 2007 au 99e rang percentile de la race en 2016, comme le démontre le graphique. Nous sommes des maniaques de données. Avec les années, on s'est bâti une foule d'outils pour mesurer nos performances technico-économiques. De plus, nous participons depuis 7 ans à une étude d'analyse financière qui regroupe les fermes de 100 vaches et plus du Québec et de l'Est de l'Ontario. Depuis 7 ans, notre chiffre d'affaires s'est accru de 70%, alors que notre taux de charge s'est amélioré de 5%. Notre philosophie, il y a toujours moyen de s'améliorer. C'est pourquoi nous ciblons annuellement les postes de dépenses à améliorer et nous visons constamment à accroître notre efficacité. Bataille. Comment vous faites pour semer droite de même? Mon grand-père est bien étonné. Comment qu'une petite antenne avec une boule jaune mise sur le toit d'un tracteur peut le conduire aussi droite? Depuis 7 ans, nous avons acquis plus de 2000 acres de terre cultivable. En avoir plus grand n'est pas une excuse pour avoir de moins bons rendements. Il faut performer. On s'est doté d'outils pour faire les semis et les récoltes de façon à ne pas affecter la qualité et le rendement. À titre d'exemple, une récolte de foin chez nous ne dure jamais plus de 3 jours. Nous stockons tout l'ensilage en silofos. Une bonne partie du succès au champ réside dans la planification et les stratégies mises en place avec des conseillers. Pour faire performer les champs moins productifs, il fallut développer de nouvelles façons de faire.
L'achat et surtout la compréhension de 2 logiciels pour faire le nivelage et le drainage furent nécessaires. Ces opérations sont délicates et exigent une précision chirurgicale. De 2 à 300 acres de terre de moins bonne qualité sont ainsi travaillés chaque année. Un de nos meilleurs investissements fut sans doute l'agrandissement de notre site d'entreposage de fourrage. Pour atteindre une valeur nutritive optimale, les ensilages doivent être fermentés depuis plusieurs mois. Nous avons une capacité de stockage de 150 % de nos besoins, ce qui confère un minimum de 5 mois de fermentation avant l'ouverture d'un silo. Un suivi rigoureux des rendements et des stocks est fait mensuellement pour planifier la prochaine saison des cultures. Afin de tout saisir les opportunités, nous avons aussi construit des cellules horizontales pouvant accueillir des livraisons de sous-produits en grande quantité. Nous pouvons ainsi négocier directement avec les grossistes et réduire notre coût d'alimentation, en plus de valoriser les résidus à l'usine. On attribue la baisse de notre coût d'alimentation à 2 $ l'hectolitre à cette nouvelle façon de faire. Par ailleurs, nous avons élaboré une structure de mise en marché des grains pour s'assurer de vendre le grain au meilleur moment où le prix est le plus optimal. Il en est de même pour l'achat des sous-produits utilisés dans l'alimentation des animaux. Nous sommes fiers de compter une vingtaine d'employés, tous résidents des municipalités environnantes. L'esprit d'équipe et l'environnement stimulant ont aidé à recruter et à garder nos employés. Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour limiter les accidents de travail, ce qui a réduit notre taux de cotisation à la CSST de moitié. Une rencontre annuelle est faite avec chaque employé pour ajuster certains points et mettre en relief les forces et les défis de chacun. Les horaires de travail permettent généralement aux employés à temps plein d'avoir congé les fins de semaine. Au printemps 2016, nous avons démarré un projet pilote d'intégration de réfugiés en tant que main-d'œuvre agricole en région rurale. En tant que ferme-école, nous sommes heureux d'avoir accueilli une famille népalaise au début de juin. L'essai est concluant. La famille Weba est maintenant résidente de Sainte-Françoise. Ce projet a attiré l'attention de plusieurs médias, comme en témoignent les images à l'écran. Nous avons récemment entrepris des démarches pour accueillir une nouvelle famille dès janvier 2017. Nous réduisons notre impact environnemental grâce à différentes stratégies. Par exemple, l'eau de lavage est réutilisée 3 fois pour nettoyer les aires de traite. Les équipements de semis et d'arrosage sont munis de dispositifs GPS et d'interrupteurs de section qui permettent d'éviter le chevauchement des applications chimiques. Le lisier et le fumier sont valorisés et épandus selon le plan agro-environnemental. Et l'utilisation de semis directs, de plants de couverture d'automne et de membranes géotextiles combattent l'érosion. Nos valeurs de partage et de générosité nous mènent à nous impliquer socialement à différents niveaux. L'organisation d'un tournoi de hockey-bottine et de volley-ball a permis de remettre plus de 20 000 $ aux loisirs de Sainte-Françoise depuis 10 ans. Nous mettons gratuitement certains équipements à la disposition de la municipalité, comme par exemple notre balai de rue ou notre nacelle. Nous avons accueilli plus de 800 personnes lors du brunch pour le 75e anniversaire de la municipalité. De plus, la ferme Drapeau commandite plusieurs événements et organisations de la région. Je fais partie du comité des loisirs de la municipalité depuis 12 ans et je suis bénévole lors d'activités parascolaires à l'école du village. Finalement, je suis très impliquée dans le soccer en tant que présidente de l'association et entraîneur depuis 4 ans. De plus, Dominique est entraîneur des équipes de hockey de nos 2 garçons. On aime bien visiter des fermes, alors qui aime visiter doit recevoir. Fait qu'on reçoit beaucoup de groupes. On reçoit des visiteurs d'étudiants, des gens d'un peu partout dans le monde. Dans les derniers 5 ans, on a reçu des gens de toutes les provinces du Canada, puis aussi de 32 pays au cours des 5 dernières années qui sont venus à la ferme. Au fil des années, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour donner des conférences. C'est vraiment valorisant pour moi. Un de nos plus grands accomplissements en termes d'implication dans la communauté agricole est sans aucun doute la fondation du regroupement des grandes fermes laitières du Québec en 2010. Nous sommes tous les deux, à l'aide de quelques confrères producteurs, à l'origine de la création de ce groupe de producteurs. Dominique a été un leader au sein du CA jusqu'en 2014. Quant à moi, j'agis à titre de secrétaire trésorière depuis le tout début et je me suis grandement impliquée dans la création du regroupement. La ferme Drapeau gagne en notoriété au cours des dernières années. Plusieurs journaux et revues agricoles ont publié des articles traitant de différents secteurs d'opération de la ferme. Nous sommes fiers de présenter notre entreprise et partageons notre savoir-faire humblement. Nous sommes passionnés et totalement dévoués à notre entreprise. Par contre, c'est pour nous essentiel de prendre du temps de qualité en famille. Pour Dominique et moi, c'est une question d'équilibre et de ressourcement.
C'est une fierté pour nous de voir évoluer nos enfants dans différents loisirs, que ce soit le hockey, la danse ou le soccer. Il nous fait plaisir de supporter nos enfants et de vivre avec eux tout ce que le sport de compétition peut leur apporter. Demandez-nous pas comment qu'on fait, mais on réussit toujours à prendre du temps pour soi. Sorties, voyages et activités viennent nous permettre de se retrouver en dehors du quotidien. Nous avons d'ailleurs visité l'Italie le printemps passé pour notre 10e anniversaire de mariage. Nos enfants participent aux activités de la ferme sur une base volontaire. Ils aiment les animaux et la vie sur la ferme. Nous espérons évidemment qu'ils se joignent à nous le temps venu, mais nous respecterons leur choix de carrière. Pour le moment, la priorité est à la réussite scolaire et nous sommes très fiers de leurs résultats. La ferme Drapeau est actuellement en étude d'impact pour régrandir la ferme dans les prochaines années. La partie en verte sont les bâtiments existants avec nos 1100 animaux et on vise à monter à 3200 animaux dans le futur. Fait que c'est des projets pour peut-être plusieurs générations. En terminant, nous souhaitons remercier nos amis, notre famille présents, ainsi que tous ceux qui nous ont aidés à travailler notre candidature. Merci à nos prédécesseurs pour leur confiance. Congratulations to the other finalist couples. Félicitations aux autres finalistes pour vos histoires inspirantes. Merci. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Saint-Albert, Québec. Dominique et Célia, merci. Vous avez fait un bel job. Vous êtes très, très bon. Ma question serait plus au niveau de la rentabilité de la ferme dans le futur. On a vécu cet été une baisse de prix du lait. Tous les producteurs laitiers l'ont vu. Les payes ont diminué. Donc, moins d'argent qui rentre. Et dans le futur, comment vous avez réagi à la baisse de lait qu'on a eue cet été et comment vous allez réagir dans le futur avec des rendements d'argent moindres, moins d'argent qui va rentrer? OK. Il y a eu une baisse du prix du lait. Le contexte mondial, une grosse crise du lait mondiale a fait baisser le prix du lait payé, c'est sûr. Nous, à la ferme, comment qu'on a réagi? On essaye de contrôler ce qu'on peut. Le prix du lait, Ferme Drapeau le contrôle pas, le Canada non plus. Quoique peut-être des fois aux frontières, on pourrait travailler un peu plus fort, mais c'est un autre sujet. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'assurer avec tous nos intervenants, de vérifier tous les intrants, vérifier chaque poste si on était optimum. On a fait beaucoup de changements. On a réussi à aller chercher des coûts. On a aussi voulu optimiser nos revenus. En ayant la qualité de lait, c'est un très bon revenu d'appoint pour nous. Aussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est il y a 6 à 7 mois par année qu'il y avait du lait qu'on pouvait faire, du quota qui était alloué si on produit le lait à cette période-là de l'année. Puis on s'est appliqué à tout faire les journées qui étaient possibles. Donc, ça a représenté plusieurs centaines de mille litres de lait qu'on a pu produire de plus que notre quota qu'on possédait, qui fait qu'aujourd'hui, en 2016, les projections pour 2017, nos chiffres vont être encore meilleurs que lorsque le prix du lait était bon en 2014. Donc, c'est comme ça qu'on a réagi. J'aimerais peut-être ajouter aussi que on est chanceux dans notre timing parce que c'est certain que tout, comme vous avez vu dans notre présentation, tous les efforts qu'on a fait dans les dernières années portent fruit ces années-ci. Donc, on bénéficie quand même d'une augmentation de la production, de la rentabilité de l'entreprise qui nous permet de vivre cette crise du lait-là plus facilement. Gary Meyer. Gary Meyer de la Saskatchewan. La première question adressée plusieurs des questions que j'avais. Mais à chaque fois que le Canada a des négociations commerciales, il y a toujours une tentative d'éliminer la gestion de l'offre ou de s'attaquer à la gestion de l'offre dans ce pays. Là, on m'a dit pendant la pause que la ECG, ça va ajouter 2 ou 3% d'importation de fromage de plus. Aux États-Unis, les Américains veulent renégocier les ententes. Est-ce que votre entreprise sera impactée, disons, s'il y aura plus d'importation de produits laitiers ou dans l'intervenant précédent pour plus de produits de volaille? Excellente question. C'est sûr que si la conjoncture change au niveau des frontières et qu'il rentre plus de produits laitiers au niveau de l'extérieur, ça va nous affecter nécessairement. Par contre, avec la manière qu'on a fait beaucoup de visites de ferme, on est allé en Europe, on est allé en Californie, beaucoup aux États-Unis. On a décidé de mettre notre modèle d'affaires
pour gagner le plus en efficacité, pour être prêt à l'avenir. Donc, dans les dernières années, je vous dirais depuis une dizaine d'années, tout ce qui a été mis en place, c'est vraiment pour être capable de faire face au futur. Il va toujours se faire du lait et de l'agriculture au Canada parce tout le monde fait de la qualité. Puis c'est de cette manière-là qu'on veut le faire. Puis on pense tant qu'il va se faire du lait au Canada, il y a des drapeaux qui vont tirer des vaches. Efficacement. À l'intérieur de plusieurs provinces dans le secteur laitier, à travers le Canada, et peut-être plus dans les provinces centrales, il semble y avoir plus d'emphase vers la transformation sur ferme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de pouvoir faire une transformation d'une partie ou de tout votre lait et de pouvoir vendre des produits laitiers au lieu du lait cru? Présentement, c'est pas une avenue que l'on envisage. C'est sûr que ça pourrait avoir une valeur ajoutée sur l'entreprise. Par contre, présentement, on est occupé puis on s'efforce le plus possible d'améliorer ce qu'on doit contrôler présentement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Par contre, ça serait peut-être une possibilité pour la génération future de peut-être développer les marchés de transformation. Puis, si ça peut être des défis pour eux autres, ben on va les accompagner là-dedans. Ça va nous faire plaisir. Merci. Thank you. I'm going to try to do it in English. Je vais tenter de le faire en anglais pour les autres finalistes. On a emmené des produits d'érable parce que près de la ferme, c'est Plessisville qui est la capitale nationale des produits de sirop d'érable. Alors on a Coureur des Bois qui est une boisson au sirop d'érable ainsi que du popcorn au sirop d'érable et des bonbons. De ce qu'on a vu là encore, on savait que le sirop d'érable est de grande valeur, alors c'est un cadeau de grande valeur. Merci. Alors, voilà le grand verre de lait à cette table. Bon. Alors, il ne nous reste plus qu'une présentation cet après-midi. Alors, ceci étant dit, je voudrais accueillir le couple de l'Ontario. Adrian et Jody Rowland. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Adrian et ça c'est mon épouse Jody. Merci pour cette opportunité de partager notre histoire avec vous. Nous sommes les propriétaires de Rowland's Plant Farms, une serre de propagation de 12 acres à Forest, Ontario. Nous avons 5 enfants de 17 mois à 8 ans et nous avons toujours essayé de leur parler de l'importance du travail en équipe dans une opération familiale. Au point où on avait besoin de leur nom, par exemple, leur acronyme c'est TEAM en anglais, donc équipe. Donc Théo, Eva, Harry et Mia. Donc on leur a dit que Isla allait faire partie de la famille, donc Ila, donc la 5e. Nous avons tous grandi, moi-même dans une opération d'essaige en graissage de truies et puis Jody dans une ferme d'élevage de pont de poules à griller. Mais on a trouvé une nouvelle façon de le faire, des fermes sous vitre. Donc nous sommes à Rowland Plant Farm. Nous sommes une serre de propagation de légumes. Et puisque vous savez peut-être pas qu'est-ce que c'est, je vais passer quelques instants à parler de qu'est-ce que nous faisons, vous donner une visite virtuelle de notre serre et une introduction à l'industrie des serres. Ensuite, on va parler des histoires de notre compagnie, des défis devant nous et qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir. Ce que vous voyez là, ce sont des poivrons, des concombres et des tomates, comme dans les épiceries. Si vous n'avez jamais pensé d'où ça vient, ça va parce que c'est tout ce que l'on pense.
ainsi que Chelsea Dan, bien sûr. Mais à notre serre, nous faisons pousser des graines pour la vente en vrac de serres de production de légumes. C'est ce que vous voyez dans les épiceries, en fait. Nos clients nous fournissent avec des spécifications exactes sur la plante qu'ils veulent recevoir. Nous, on va planter, on sème donc la graine et puis on va avoir une ligne de semi-automatique dans des plateaux de laine avec de la laine minérale. Et puis, ils sont placés dans une salle obscure et une étude de germination. Et ensuite, ils sont placés dans la serre. Ils sont là dans les études pendant 2 semaines. Les voici arrosés à la main à gauche et puis ensuite, vous avez des germées de tomates greffées. Après 2 semaines, les germes ont besoin de plus d'espace pour grandir pour ne pas s'entasser trop. Donc, ils sont transplantés dans des blocs qui sont faits également en laine minérale. Et puis, après 1 semaine, les plantes sont trop grandes pour ça aussi, puis doivent être écartées davantage. L'espacement final se fait par cette belle machine qui est avec un autre logique, une machine d'espacement. C'est une plateforme spécialisée à l'avant qui ramasse les plantes d'un étage et les met dans un autre étage pour créer de l'espace pour les espacer. Donc, ils sont prêts, ils sont comme ça jusqu'à l'expédition. Nos plantes sont arrosées de façon hydroponique il y a un réseau de tuyaux sous le béton qui va alimenter l'eau sur le plancher. Et après quelques minutes, ça draine de nouveau dans les réservoirs où c'est capturé pour l'utilisation après. Après, la plante est d'une taille désirée, on est prêt à les expédier. Toutes les plantes sont prises à la main, sont placées dans des plateaux et chargés dans nos chariots. Les chariots sont ensuite chargés dans un de nos 3 camions et vont aux serres des clients. Voici à quoi ça a l'air du côté du client. À gauche, nous avons des plantes de poivrons qui sont plantées. À droite, nous voyons une plante de tomates greffée plus mature. En commandant les plantes de nous, l'éleveur peut commencer à cultiver les plantes 6 semaines plus tôt que les autres. Donc, ça augmente le temps de production de l'année. Donc, avec cette durée de vie, ça donne 4 à 11 mois. Et voilà, vous avez un de tomates et d'autres quelques mois plus tard à pleine production avec des tomates prêtes à cueillir. Alors là, voilà, du début à la fin, d'où viennent vos légumes de serre. En Ontario, il y a environ 220 éleveurs de légumes en serre avec plus de 2500 acres d'espace de production pour posséder des tomates, concombres et poivrons. Ces chiffres augmentent à tous les ans et puis dans les dernières années, nous avons vu une croissance qui a commencé à se propager de l'Ontario à d'autres États aux États-Unis comme Ohio et Michigan. Dans toute l'Amérique du Nord, il y a seulement 6 propagateurs qui desservent toute cette industrie. Nous sommes une de 4 en Ontario. Il y en a aussi 2 en Colombie-Britannique et une de faible teneur au Mexique. La quantité de propagateurs en combinaison avec la croissance rapide d'accroissement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de croissance dans le domaine de la propagation. L'absence de propagation intelligente est due au fait qu'il n'y a pas de zone concentrée de production de serre là-bas. Il suffit d'apporter 100% de leurs plantes des propagateurs canadiens. Alors, pour le ramener à notre histoire, après ma remise mon diplôme de Guelph dans un diplôme en agriculture en 2003, et lorsque Jody était encore à l'université, les parents de Jody ont commencé une nouvelle entreprise en plus de leur opération de volaille. C'était une serre qui élevait des poivrons rouges. Et ça, c'est nouveau pour eux. Puis et puis l'intérêt d'Adrienne a été captivé avec l'agriculture et la technologie. Depuis que j'étais jeune, mes parents ne voulaient pas que je marie mon mari. Puis Adrienne voulait gagner plus d'expérience sur le terrain, donc il a grandi en tant qu'éleveur dans une autre opération de serre proche. On s'est marié en 2005 et après quelques années, et puis de l'expérience en vie plus tard, on a approché les parents de Jody pour participer davantage à leur opération. Ils ont généreusement accepté. Je suis devenu l'éleveur et le directeur général et Jody a fait l'administratif et les ressources humaines. Et peu après, nous avons donné la bienvenue à notre première fille, Mia, dans la famille. Nous sommes devenus des actionnaires dans l'opération. Nous avons passé 6 années à aider à faire grandir cette entreprise. Éventuellement, nous avons atteint un point où nous savions que c'était le moment de commencer pour nous-mêmes. C'est une décision très difficile de plusieurs façons. Ça veut dire de laisser une opération d'une ferme familiale bien établie, déménager et commencer à partir de zéro dans une nouvelle opération. On a acheté 100 acres et on avait assez pour bâtir une serre de 4 acres et un entrepôt avec une capacité de servir à 12 acres. Pour financer le projet, nous avons utilisé notre propre argent et l'équité pour 12% du coût. L'équité venait du terrain qu'on avait acheté quelques années plus tôt, puis l'argent venait de la vente de nos actions dans la serre des parents de Jody. On a également utilisé l'équité de la ferme de mes parents pour le reste du financement. Comme vous pouvez voir de cette photo qui a été prise en mai 2013, tout comme on a commencé à niveler le terrain pour bâtir, ça a commencé à partir de zéro. Nous savions quels étaient nos objectifs et nous avions une vision très claire et précise sur ce que nous voulions atteindre.
Cette vision était ceci. Le slogan de notre compagnie, même avant d'avoir une compagnie, était premium plante propagation. On voulait une plante premium qui était en nos demandes. On avait une main d'œuvre engagée avec une bonne culture d'employés. Et bien que ça ne ressemblait pas à la ferme familiale traditionnelle à l'extérieur, ça nous permettrait d'élever notre famille à côté de nous, juste comme nous, on a été élevés. Le seul problème, c'est que, en fait, nous devions bâtir cette vision pour la transformer dans une réalité. Alors, une fois que le nivellement de la terre s'est fait, on a construit les premières 4 acres et puis on est resté à date et puis on était prêt à chercher notre première commande l'automne. Cette première commande était le 11 novembre 2013 et c'est ici à gauche. Et puis à partir de là, c'était tout. On devait survivre la première saison. C'était une aventure extraordinaire avec l'équipement la nuit, donc pour les quarts de nuit et puis également des bébés qui pleuraient la nuit. Donc maintenant, une des catégories dans la demande que nous avons remplie avant de venir demandait quels étaient les défis dont on avait face pour arriver jusqu'où nous sommes. Et puis, je voudrais rentrer en détail sur certains d'entre eux. Cette photo symbolise notre défi pour nous. Ça, c'était un petit hoc que nous avons eu. Alors, voilà notre premier vrai défi. Notre plan d'affaires était de bâtir 12 acres le plus rapidement possible parce qu'on savait que on serait financièrement vulnérable jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une taille plus viable et qu'on puisse utiliser tout notre investissement d'infrastructure initiale. Cependant, les premières 4 acres, en 2013, nous étions 13% au-dessus de notre budget. Ceci voulait dire qu'il fallait commencer avec un déficit et perdre la crédibilité avec notre emprunteur. La solution, ceci était une gestion fiscale très précoce. Et puis, à la fin, on a refinancé avec notre banque et puis on était capable de développer la deuxième phase de 4 acres en 2015. Défi numéro 2, nos dépenses pendant la première année d'opération étaient tellement beaucoup plus élevées que prévu. Les coûts de transport hydroélectrique étaient vraiment énormes et puis on voulait garder ça. On utilisait des compagnies de sous-traitants pour les camions puis on s'est constaté qu'on pouvait avoir nos propres camions et embaucher nos propres conducteurs. Le programme hydroélectrique, c'était un problème. Il y avait un programme qui s'appelait Industrial Electrical Initiative et puis on a été approuvé. Maintenant, on reçoit un rabais sur notre utilisation électrique pendant les heures hors de pointe. C'est formidable tout parce que nous, nos lumières sont allumées de 1h du matin à 11h du matin, tous les jours. Défi numéro 3, c'est manque de vente totale. Nous avons commencé la construction de nos premières 4 acres et puis il n'y avait pas d'espace vendu à aucun client. Tout le monde était emballé d'avoir un nouveau propagateur, mais personne ne voulait être le premier à faire une expérience avec nos plantes. La solution à ceci, c'était d'embaucher un gestionnaire de production qui est non seulement extrêmement talentueux, mais également bien connu dans l'industrie. On s'est assuré que tout le monde sache qu'on a embauché, puis ça avec du marketing direct calculé, comme l'annonce que vous voyez là, puis l'annonce a commencé. Les commandes ont commencé à rentrer 1 an plus tard, on devait dire non au client parce que l'espace était plein. Défi numéro 4, c'est notre poursuite d'une récolte alternative pour la saison hors saison. Pour l'espace hors saison, nous devions un endroit propre sans place pour pouvoir faire grandir la saison. Et puis on a trouvé une nouvelle laitue qui utilisait le système de placement et d'inondation de sol qu'on avait déjà en place. On a fait le marketing dans les épiceries. On avait la marque Pure Flavor dans les épiceries. Le dernier défi, comme je vous ai montré, c'était juste 100 acres vierges. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de maison pour habiter, il n'y avait pas d'argent supplémentaire pour construire une maison. La solution comptable, c'est un appartement dans l'entrepôt au-dessus des bureaux. Et Adrian, pour toujours et toujours, il m'en doit une. Parce que pendant 2 ans, j'ai accepté de vivre avec 4 enfants et ensuite un 5e dans notre entrepôt. L'intendance environnementale dans la ferme prend plusieurs formes, y compris la reforestation d'un terrain de 2 acres, un étang de rétention d'eau pluviale et également un essai d'irrigation sous la surface avec une zone de 8 acres pour essayer d'augmenter la quantité de récolte en utilisant l'eau usée pour l'irrigation. Alors, dans toutes les facettes de l'agriculture aujourd'hui, la technologie des serres se déplace très vite. On essaie de garder un bon rythme, mais à cause des propagateurs limités en Ontario, ça veut dire qu'il faut voyager un peu pour l'éducation continue. Adrian voyage en Hollande, souvent quelques fois par année, pour faire des recherches sur les dernières technologies et les dernières pratiques d'élevage. L'année dernière, il était même capable d'emmener notre fille aînée à aller avec lui. Donc, on a visité des propagateurs en Colombie-Britannique. On est allé en tant que famille une serre en Ohio, puis Adrian a eu l'occasion de prendre un voyage au Maroc avec un organisme de certification de graines. Il était capable de voir ce que le secteur des serres a l'air dans cette partie de l'Afrique. Nous sentons qu'il est important de redonner à la communauté. On le fait de plusieurs différentes façons. En participant dans notre communauté ecclésiastique et une communauté réfugiée, on travaille avec les équipes de sport et d'école en donnant notre
produits de deuxième niveau et des banques alimentaires. Mais avec les serres, on a été donné une plateforme imprévue pour un autre type de participation communautaire. Très fréquemment, on nous demande par les membres de communautaires ou les groupes d'intérêt de faire des visites de la serre. On les invite toujours et en plus de leur montrer un peu, nous avons fait un point de toujours parler de comment la serre, c'est notre version d'une ferme familiale traditionnelle. Et que malgré la négativité qui peut rentrer des médias sur l'agriculture à large échelle, ce que nous faisons, c'est l'avenir de l'agriculture et nous rehaussons les différents aspects positifs. Nous avons trouvé que ça, c'est une bonne façon d'atteindre les gens dans les antécédents ruraux et urbains pour plaider pour l'agriculture. Toute discussion de notre opération n'est pas complète sans mentionner l'équipe qui nous aide tous les jours. Nous avons actuellement 160 membres de personnel à temps plein et à temps partiel qui travaillent à la serre. Notre main-d'œuvre est très diverse, mais une fois dont on est fier, c'est la capacité d'attirer, embaucher et garder du personnel qui sont considérés comme des millénaires. Puisque plusieurs de nos emplois peuvent être physiquement exigeants, les plus jeunes sont souvent mieux, correspondent mieux à ceci. Mais les millénaires ne répondent pas typiquement à la plus de travail comme les générations d'avant. Ouais, on le sait très bien, n'est-ce pas? Nous avons considéré ceci au moment de développer notre structure de gestion. Actuellement, nous avons un style de gestion plus plat et un système d'équipe de mise au travail qui suffit sur les commentaires de nos employés du bas vers le haut. Ces structures incluent des sondages de rétroaction mensuelle pour voir s'ils veulent changer d'équipe, comment leur chef d'équipe, quel est le rendement du chef d'équipe et disent améliorer la qualité de la plante, la productivité et le travail en général. Ça permet aux employés d'avoir de l'autonomie sur le milieu de travail et ça augmente l'enthousiasme et l'engagement. En plus, pour aider l'engagement, nous avons aussi développé un système de gestion d'offres avec un comité logiciel en Hollande qui nous permet de payer nos employés basés sur combien de travail ils peuvent compléter. Avec des incitatifs pour les employés, on trouve qu'ils sont bien plus productifs et ils sont capables et on est capable d'augmenter notre salaire annuel en réduisant nos coûts de main-d'œuvre. Et on est également fiers du fait que nous sommes la seule ferme que nous connaissons de la taille qui n'est pas passée à la main-d'œuvre de l'étranger. Notre main-d'œuvre est locale et on a récemment senti qu'on se rapproche au point où notre ville et la région entourante ne doit peut-être pas fournir assez de gens pour alimenter notre croissance. Ceci en combinaison au fait que la main-d'œuvre, c'est la dépense la plus grande et le fait que nous sommes à une taille pour le mériter, ça veut dire que ça va commencer à investir dans l'automatisation pour assurer la stabilité dans l'avenir. Nous avons automatisé la semence, les blocs de pose, les blocs de mouillage, les bâtons de placement et le nivellement des plantes. Et puis maintenant, on travaille avec une compagnie de robotique pour développer une façon plus ergonomique et automatisée pour le tailler, emballer et charger les plantes dans les chariots, y compris des véhicules autopilotés qui emmènent les chariots dans l'entrepôt. Au moment, le dernier contract vient d'être opérationnel. On a triplé en taille depuis qu'on a ouvert les portes et on atteint notre objectif de 12 acres dans 3 ans et demi. Avec notre configuration actuelle, on va vendre près de 12 millions de plantes par année, ce qui nous donne une part de marché de 18% dans la rive est. Gérer une ferme comme celle-ci, ça veut dire qu'il faut apprendre plusieurs compétences rapidement, adapter notre style de gestion, puis changer notre description d'emploi régulièrement avec les besoins en évolution de la compagnie. Ce qui a commencé comme 2 personnes, ça a grandi une équipe de 160 avec des directeurs avec des perfectionnements, une structure de gestion à plusieurs niveaux, personnel administratif et comptabilité. C'est vraiment incroyable, mais c'est le meilleur chemin possible. Dans le livre E-Myth de Michael Gerber, il recommande aux entrepreneurs de travailler sur votre entreprise, pas dans votre entreprise. C'est notre motto, mais la micro-gestion, c'est contre-productif et prendre le temps pour voir l'image d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est essentiel. Merci d'avoir pris le temps d'entendre notre histoire, mais de plus, l'opportunité pour faire partie d'un programme qui nous a permis d'aller au-delà de nos entreprises et nous a donné une chance extraordinaire pour faire du réseautage avec la crème de la crème dans l'industrie de l'agriculture au Canada. Nous vous remercions. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Chris Limster de l'Ontario. Alors, vous vous trouvez très loin de vos clients voisinants. Hein? Donc, pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Et comment vous êtes arrivé à 18% de la part de marché dans la rive est? Alors, vis-à-vis le lieu en question, c'était très stratégique. On cherchait un climat qui était très frais l'été, parce que nous nous trouvons très proche du lac Huron. Donc, c'est très froid et profond comme lac. Alors, ça, c'est donc ce qui est très proche de la production. Et on est aussi à 2 heures du marché principal qui nous isole des questions de peste et maladies. Donc, nos éleveurs, ils nettoient la serre. C'est complètement naturel. Puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est emmener des plantes infectées dans la serre. Donc, notre distance nous permet de la biosécurité.
nous donne des mesures de biosécurité et ça marche très bien pour nous. Et vis-à-vis les ventes et la taille, nous sommes arrivés à 18%. Jody peut parler du marketing là-dessus aussi. Oui. Alors, il y avait un besoin pour commencer. L'industrie a eu un boom et puis il n'y a pas eu un nouveau propagateur depuis longtemps. Il y avait une grande croissance en propagation, donc il y avait de la place pour ça. Le marketing, comme j'avais dit, nous avions embauché des gens très spécialisés pour nous aider et nous trouvons que c'est très important avec notre marketing. C'est ma zone d'expertise et j'aime beaucoup ça. Nous nous assurons que tous les points de contact potentiels pour nos clients et les employés, parce que le marketing, c'est envers les employés également. Il faut s'assurer que ce soit un message uniforme. Et puisque notre marketing, c'est le propagateur premium, on le publie de cette façon, on l'annonce de cette façon, alors tout notre site web, nos tracts, nos communiqués, tout le matériel que nous publions quand on fait des communiqués de presse sur les nouveaux agrandissements, tu sais, on s'assure toujours qu'on va toujours attirer le message que c'est premium partout, 100%. Et il faut que ça suive ce raisonnement. Merci, et vous devez une bière aux interprètes. J'ai toujours accusé de parler trop vite. Ok, Steve Snyder, Alberta. Je voulais vous demander qui conduit votre sélection de produits avec le propagateur. Est-ce que ça vient du client ou est-ce que vous introduisez des variétés que vous avez introduites et vous avez dit, ben, essayez ça. Ça marche comment, ça? Bon, c'est intéressant ceci parce que nous n'achetons même pas les graines. Alors, on a en fait un éleveur, un cultivateur, d'abatteur sous contrat, et puis donc ils choisissent et puis nous livrent les graines et puis on les pousse, et c'est tout. Donc, c'est intéressant parce que certains sont Bayer, Monsanto, Magenta et donc ces compagnies, parce que même pour leur propre essai, ils ont besoin des plantes de quelque part. Alors, c'est un peu comme 240 différentes variétés de plantes différentes, tomates greffées, puis il faut les garder toutes en ordre et étiqueter tout ça. Il y a tout un processus. Alors, on est vraiment juste un entrepreneur qui fait pousser des plantes, c'est tout. David Brennan, Ontario. Alors, avec ce type de système, vous produisez des plantes pour les serres, mais quel pourcentage de temps est-ce que vous allez économiser pour les acheteurs, pour le temps de remplissage? Est-ce que les serres ont quoi? 20-30% plus de croissance ou quoi? C'est pour ça que votre croissance a explosé? Ben, ils doivent acheter une plante. Alors, disons par exemple, pour le confronter, c'est près de 3 semaines et puis ils font 4 cycles par an et puis on peut voir que c'est 12 semaines de production supplémentaire par année pour cet éleveur. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire. Alors, et vis-à-vis de la croissance, donc comme Jody avait mentionné également, la qualité de la plante, c'est absolument important. Alors, si ils ont une plante de mauvaise qualité qui est rentrée, donc tout de suite, ils peuvent voir qu'ils vont peut-être perdre 5-10% de leur production à cause de la qualité de la plante qui n'est pas là. Alors, en achetant une plante premium de notre part, ce qui est incroyable en qualité, ils peuvent voir une augmentation dans leur production et les avantages, et c'est ce qui amène de plus en plus de clients de retour à notre serre, et ça a permis l'agrandissement et de nos concurrents. Alors, en réalité, ils ont peut-être 20% de plus de production dans leur propre usine en achetant votre produit. Ouais, 20, c'est un peu, mais il y en a plus, oui. Ça, c'est en fin de compte l'essentiel. Merci beaucoup. Bon, alors on a choisi un cadeau que non seulement représente notre province, mais également la culture de notre compagnie. Alors, quand on n'est pas occupé dans la serre, on aime prendre le temps avec la famille, les amis et tout ça. Et puis, un de mes passe-temps préférés, pas tellement Adrian, mais c'est les jeux de table. J'adore ça. Alors, tous les ans, à Noël, on choisit, ou je choisis, un jeu de table. Ouais. Alors, mais il joue avec moi pour que je puisse le mettre à l'aise. Alors bon, on choisit un jeu de table et ça c'est le cadeau que nous donnons à tous nos clients ainsi que notre personnel. Alors des fois c'est une chose de logistique où on doit envoyer des jeux à tous les clients, même ceux en Nouvelle-Écosse, Ohio. Alors ce qu'on a choisi c'est une version de voyage à nos préférés. Ça s'appelle One Eye Jack. Ça s'appelle Sequence des fois ou Double 5.
Bon. Alors ça, c'est une version de voyage. Alors cette version, elle est faite à la main en Ontario, à Jarvis, Ontario, et c'est fait en érable canadien. Je ne vais pas vous montrer toutes les pièces, sinon ça va aller par terre. Mais bon, c'est un jeu de table que vous pouvez transporter n'importe où. Voilà, merci. Très bien. Alors, voilà le stress qui quitte la salle avec la fin. Alors, c'est la fin. Vous avez peut-être constaté que j'ai essayé de garder les choses pas mal concises pour les récipiendaires. Il y a vraiment des gens méchants dans la salle, juste pour que vous le sachiez, qui m'auraient fait éterniser ça jusqu'à, bon, habiter éternam, parce qu'avec le temps, donc les nerfs, ça s'accumule. Alors, je vais accepter une bière plus tard, ce soir. Et pour résumer, vous pouvez voir comment, avec tout ceci, toutes les présentations, juste pour récapituler, nous avions les viandes, les légumes, les patates, on avait des pommes, pour la tarte aux pommes, on avait de la bière, mais d'autres produits pour le poulet, les volailles, un verre de lait et finalement la salade. Ça, c'est véritablement un pays qui peut produire tout ce dont on a besoin ici au Canada. Et juste pour continuer avec ce que j'avais commencé avant la pause, le type de choses qu'on a entendu encore une fois cet après-midi, on a entendu être debout tard la nuit, un effondrement, un hockey, un défi, on a dépassé le budget, et en même temps on a entendu d'autres choses comme la passion, la joie, la croissance, le jeu spectaculaire, consacré et rechargé. Donc c'est vraiment une histoire d'excellence dans l'industrie. Il faut le partager avec nos consommateurs. Je sais que parfois, on parle de la plaidoirie et tout ça, mais vraiment, il faut aller au-delà. Il faut aller aux consommateurs et on peut certainement faire ça. Tout le monde avec qui vous parlez, c'est un consommateur, donc il faut transmettre le message. Il faut leur dire quelles sont toutes les choses positives qui se passent en agriculture au Canada.